Le 28 mars, un grand escadron de véhicules d'attaque et d'infanterie accompagnatrice a pris position le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique autour d'El Paso. Le président Donald Trump a décidé de tenir sa promesse d'éradiquer les cartels de la drogue mexicains. L'une des principales sources de tension dans les relations américano-mexicaines durant la décennie passée. Ainsi, le déplacement de véhicules militaires et le renforcement de la sécurité et de la surveillance frontalière réduiront significativement l'activité des cartels entre les deux pays. Mais quelle est la réelle étendue de l'engagement américain dans la lutte contre les cartels mexicains? Surtout qu'ils opèrent principalement au Mexique, où l'armée américaine ne peut pas se rendre aussi facilement. Pourquoi l'armée américaine a-t-elle choisi des véhicules de combat pour renforcer la sécurité à la frontière? Et quelles seront les répercussions sur les relations actuellement tendues entre les États-Unis et le Mexique? Découvrez-le dans l'épisode d'aujourd'hui de l'émission militaire. Selon des rapports, Trump a ordonné des véhicules d'attaque à El Paso pour surveiller les mouvements des cartels à la frontière américano-mexicaine. Selon Fox News, l'armée américaine a envoyé 2 véhicules d'attaque à la frontière américano-mexicaine. L'un d'eux est positionné pour avoir une vue d'oiseau sur Juárez. Le Mexique est l'un des endroits les plus fréquentés pour le trafic d'êtres humains et de drogue, avec un nombre élevé de gotaways, des immigrants illégaux qui franchissent le mur et échappent aux patrouilles des douanes et des frontières américaines en se fondant dans la foule. Les 2 attaquants ne sont que la première vague de renforts d'infanterie mécanisée dans la région, avec plus de véhicules attendus à la frontière au cours des prochaines semaines. Un rapport de Business Insider du 5 avril indique qu'il pourrait y avoir jusqu'à 100 attaquants dispersés dans la région, entre Yuma, Arizona et El Paso, Texas, accompagnés de centaines de soldats pour les manœuvrer et les soutenir. Les attaquants sont cruciaux, car contrairement à certains rapports, ils ne sont pas des tanks d'un point de vue technique. C'est plutôt un véhicule de combat polyvalent, avec diverses options de modification pour s'adapter aux besoins actuels sur le champ de bataille et en dehors. Avec cela à l'esprit, les strikers actuels que l'armée américaine a envoyés à El Paso ne semblent pas avoir d'armements actifs sur eux. Actuellement utilisés pour la surveillance, ils ont une capacité de transport supérieure aux véhicules de combat similaires, tout en conservant une armure défensive pour combattre efficacement. Toutefois, pour bien comprendre les raisons de leur déploiement, il faut approfondir l'histoire du véhicule. Pour être plus précis, un striker n'est pas un seul modèle de véhicule, mais toute une famille de pièces pratiquement interchangeables. Il représente l'une des plateformes de combat les plus adaptables de l'armée américaine, servant de base aux brigades Stryker à déploiement rapide de poids moyen, SBCTS. Déployés pour la première fois en 2003, ces véhicules blindés à 8 roues comblent le fossé entre les unités blindées lourdes et les forces d'infanterie légère, les positionnant de manière unique pour bénéficier le plus à l'infanterie mécanisée. Ce qui rend le Striker particulièrement notable, c'est sa philosophie de conception fondamentale, centrée sur la polyvalence. Il possède un châssis commun à tous les véhicules de la famille, et a également été construit en tandem, avec des systèmes d'attache et des tourelles qui se fixent dessus. Chaque Striker peut théoriquement être configuré rapidement, en plus de 10 variantes distinctes. Cela comprend les véhicules de transport de troupes, les systèmes d'armement mobile, les ambulances, les engins de reconnaissance, les porteurs de mortiers et les lanceurs de missiles anti-chars. Cette approche modulaire permet aux commandants américains d'adapter leur package de force aux besoins de la mission. 50 véhicules de combat d'infanterie, véhicules de transport d'infanterie de base, peut transporter une escouade de 9 soldats, plus un équipage de 2, offrant une protection contre les petites armes et les fragments d'artillerie. C'est essentiellement la version du véhicule qui a été expédiée à El Paso, avec peu d'options d'armement pour le moment. Avec une 60 mph et une portée d'environ 300 miles, ces attaquants peuvent se relocaliser rapidement et fournir un précieux couvert et un soutien de feu. Et si l'armée américaine décide réellement d'équiper les attaquants de systèmes d'armes, alors ils peuvent vraiment briller. En Irak, de 2003 à 2011, les attaquants se sont avérés exceptionnellement précieux dans les combats urbains. Leur combinaison de mobilité, protection et puissance de feu convenait bien aux rues de Bagdad, Mossoul et Samarra. La discrétion et la maniabilité du véhicule en faisaient un outil efficace pour patrouiller dans les zones urbaines et rurales, ainsi que leur permettre de réagir rapidement aux embuscades ou aux changements soudains dans les portées d'opération. Lors des opérations à Sadr City et à Mossoul, les unités de Stryker ont démontré leur capacité à établir rapidement une présence, à mener des opérations et à se retirer avant que les forces insurgées ne puissent organiser des contre-attaques. Leur vitesse a permis ce que les commandants ont appelé une surprise tactique, même dans des environnements urbains denses. De 2009 à 2021, les Strykers en Afghanistan ont fait face à de nouveaux défis. Le terrain accidenté,
a initialement soulevé des questions sur la convenance du véhicule, mais des modifications, y compris l'installation de rouleaux de mines et d'armures SLAT, ont amélioré leur efficacité. Les unités de Stryker dans le sud afghan pouvaient couvrir de vastes zones, impossible pour l'infanterie démontée seule. La variante Double 5 Hull, ou Double 5 Hull introduite en réponse à la menace des engins explosifs improvisés en Afghanistan, a considérablement amélioré la survie de l'équipage. Cette adaptation a prouvé la capacité de la plateforme à s'adapter aux nouvelles menaces sur le champ de bataille. Il est impossible de dire si les États-Unis prévoient effectivement d'utiliser les Strykers de manière plus offensive. Ces trois scénarios pourraient être similaires à ce qu'ils rencontreraient s'ils étaient déployés au Mexique contre les cartels. Avec l'activité des cartels concentrée dans les zones urbaines, les Strykers pourraient jouer un rôle clé dans des combats urbains similaires à ceux de la guerre contre le terrorisme. De plus, le climat mexicain et la géographie variée feraient briller les Strykers en tant que véhicules à 8 roues, plutôt qu'à chenilles, grâce à leur mobilité et polyvalence accrue. Mais les Strykers se sont avérés tout aussi précieux dans des scénarios non combattants. Lors des opérations d'assistance humanitaire suite à l'ouragan Katrina en 2000, 5 Strykers ont navigué dans les rues inondées pour atteindre les civils bloqués. Leur capacité à franchir l'eau, bien que limitée, leur ont permis de franchir des obstacles d'eau qui arrêtaient à d'autres véhicules. Dans les opérations de maintien de la paix au Kosovo, les Strykers ont fait preuve de présence tout en présentant un profil moins agressif que les chars ou les véhicules de combat Bradley. Leur pression au sol relativement basse signifiait aussi moins de dégâts à l'infrastructure civile. Lors des exercices de l'OTAN en Europe de l'Est, les Strykers ont démontré leur mobilité stratégique en effectuant des marches sur route à travers plusieurs pays, démontrant la capacité de l'armée à déployer rapidement des forces de combat le long du flanc est de l'OTAN. Ce potentiel non-combat signifie que les Strykers pourraient même ne pas avoir besoin d'être équipés d'armes et d'armement. Si les États-Unis utilisent principalement leur infanterie pour les opérations à la frontière américano-mexicaine, les véhicules serviraient simplement de soutien ou de transport sans compromettre la défense des unités stationnées à proximité. La plateforme Stryker continue d'évoluer. Les améliorations récentes incluent des systèmes de protection améliorés, des moteurs plus puissants et de meilleures communications numériques. La variante Stryker Dragoon, dotée d'un canon de 30 mm, a été rapidement développée et déployée en Europe pour contrer les nouvelles menaces, prouvant l'adaptabilité de la plateforme. L'intégration du CROVSJ, ou Station d'armes téléopérée commune Javelin, permet aux Strykers d'engager des menaces blindées en mouvement, augmentant considérablement leur capacité anti-blindage sans nécessiter une variante spécialisée. Alors que l'armée se tourne vers les opérations multidomaines, les Strykers sont équipés de systèmes de guerre électroniques, de contre-systèmes d'aéronefs sans pilote et de capacités de mise en réseau avancées, assurant la pertinence de cette plateforme polyvalente. C'est d'autant plus crucial dans l'affrontement actuel entre les cartels et les autorités mexicaines et américaines. Les États-Unis ont récemment intensifié les opérations de surveillance contre les cartels, en se concentrant sur la frontière américano-mexicaine et les zones les plus affectées par leurs activités. Les grévistes pourraient être intégrés en tant qu'unité de surveillance au sol et de liaison de données pour fournir une communication plus efficace et plus rapide au cas où le conflit deviendrait plus violent qu'il ne l'est. Les 2 grévistes déployés à El Paso ont déjà impacté l'activité locale des cartels. Un rapport indique que les véhicules ont dissuadé efficacement les tentatives d'immigration et les passages frontaliers illégaux. Les véhicules équipés d'optiques infrarouges peuvent détecter les immigrants tentant de franchir la frontière, même quand les agents sur place n'y parviennent pas, améliorant grandement les capacités de détection de la patrouille frontalière des États-Unis. En conséquence, le nombre de rencontres avec des immigrants a chuté d'un stupéfiant 1134 le 27 mars 2024 à seulement 32 le même jour en 2025. Une partie de cela s'explique par le fait que Trump a fortement freiné les politiques d'immigration et a annulé de nombreux changements de l'administration précédente de Joe Biden. Malgré les efforts des patrouilles frontalières pour atteindre 0 rencontre avec des immigrants illégaux, le chemin est encore long. La dynamique complexe entre les 2 pays concernant l'immigration et l'activité des cartels est une raison particulière. En 2024, l'immigration non autorisée à la frontière américano-mexicaine a atteint des niveaux records. Les données du département de la sécurité intérieure ont révélé environ 2 500 000 rencontres à la frontière sud-ouest lors de l'exercice financier 2023, poursuivant une tendance de chiffres records. En 2021, on estimait à 11 à 12 millions le nombre d'immigrants sans papier aux États-Unis, avec une hausse importante des arrivées de pays autres que le Mexique et les nations du Triangle du Nord.
Le département de la sécurité intérieure a signalé des hausses notables de migrants venant du Venezuela, de Cuba, d'Haïti et de pays d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie. La politique du restez au Mexique, brièvement remise en place sous Biden par décision de justice, a finalement pris fin. En 2022-2024, elle n'était plus appliquée, car l'administration cherchait d'autres approches pour gérer les flux migratoires. De 2017 à 2021, l'administration Trump a adopté une approche dissuasive en matière d'immigration. Le président Trump a mis en place une politique de tolérance zéro, entraînant des séparations familiales, et a construit environ 460 miles de murs frontaliers. Son administration a reconfiguré les protocoles de protection des migrants, aussi appelés rester au Mexique, tout en réduisant les admissions de réfugiés à des niveaux historiques. Alors que Coronavirus Disease, Dix-9 a émergé, l'administration a utilisé le titre 42 pour expulser rapidement les immigrants et exercer une pression sur le Mexique par des menaces de tarifs pour augmenter l'application de la loi. Le Mexique a réagi en déployant sa garde nationale à la frontière sud et en renforçant l'application des lois sur l'immigration à travers le pays. La relation est devenue de plus en plus transactionnelle, avec l'application de la loi sur l'immigration comme monnaie d'échange dans des négociations bilatérales plus larges. L'administration Biden a initialement tracé une voie différente à son arrivée, en 2021. Le président Biden a suspendu la construction du mur frontalier et le programme Protocole de protection des migrants tout en augmentant les plafonds pour les réfugiés. Son administration a aussi légalisé certaines voies pour des ressortissants grâce à des programmes de libération conditionnelle. Malgré les efforts de l'administration pour supprimer le titre 42 en 2022, des décisions de justice ont empêché cette mesure, préservant la politique jusqu'en mai 2023. Bien au-delà des attentes de nombreux défenseurs de l'immigration. Alors que les passages frontaliers battèrent des records, l'administration Biden a adopté des politiques plus restrictives à la mi-2023. Ils ont interdit l'asile à ceux n'ayant pas cherché la protection dans les pays de transit et établi des centres de ressources migratoires en Amérique latine pour gérer les migrants potentiels avant leur arrivée à la frontière américaine. Cette évolution de la politique reflète la lutte de l'administration pour équilibrer les préoccupations humanitaires avec les défis politiques et logistiques de la gestion de flux migratoires sans précédent. En 2025, avec une nouvelle administration, Trump a rapidement fait de grands changements sur l'immigration, en particulier concernant le Mexique. L'une de ses premières actions a été de déclarer une urgence nationale à la frontière sud. Cela l'a autorisé à déployer des troupes et à reprendre la construction du mur frontalier. Pour accélérer les choses, il a même renoncé à certaines règles environnementales, y compris pour une nouvelle section de 4 km près de Jacumba Hot Springs en Californie. Il a également réintroduit la politique du rester au Mexique. Les demandeurs d'asile aux États-Unis provenant d'autres pays doivent désormais attendre au Mexique durant le traitement de leur dossier. C'est un moyen de réduire l'immigration illégale et de soulager les centres de détention pour immigrants aux États-Unis. De plus, le département de la sécurité intérieure a inversé une politique clé de l'ère Biden. Environ 936 500 migrants, entrés via l'application Customs and Border Protection One, ont été sommés de quitter le pays par leurs propres moyens, essentiellement de s'auto-expulser. 532 000 personnes de Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela ont perdu leur statut de libération conditionnelle. Le non-respect des règles peut entraîner l'expulsion et l'interdiction permanente de retour. Trump a aussi augmenté la présence militaire à la frontière. Environ 10 000 soldats en service actif et 2 500 membres de la garde nationale ont été déployés, et pas seulement comme bots sur le terrain. Des véhicules blindés, hélicoptères et destroyers de la marine sont déployés pour surveiller et sécuriser la zone. Cette démonstration de force a joué un grand rôle dans la réduction des passages illégaux, selon les chiffres mentionnés concernant les rencontres avec les migrants illégaux. L'administration Trump s'attribue le mérite des règles plus strictes et du renforcement de l'application mise en place depuis janvier. Les grévistes constituent l'étape suivante logique du plan. Trump intensifie ses efforts sur les politiques dites d'immigration stricte, en particulier concernant le Mexique et la frontière sud. Cela se reflète aussi sur les relations américano-mexicaines lors du traitement des cartels. Avant 2018, l'administration mexicaine a essayé et échoué à contenir les cartels en éliminant leur leadership. Cela a peu contribué à combattre les véritables opérations des cartels, car elles étaient largement décentralisées. Si un leader était éliminé, un autre apparaîtrait, où le cartel se diviserait, entraînant une lutte de pouvoir et plus de violence dans les rues. L'approche de López Obrador, basée sur les câlins plutôt que les balles, a marqué un changement significatif par rapport aux stratégies précédentes, essayées avant sa prise de fonction, en 2018. Au lieu d'affronter directement les cartels, Obrador s'est focalisé sur la résolution des causes profondes de la criminalité via des programmes sociaux. Il a restreint les opérations de sécurité américaines,
notamment celle de la Drug Enforcement Administration, causant des tensions dans les relations sécuritaires bilatérales. Obrador a créé la garde nationale, mais au lieu de se concentrer sur la violence des cartels, cette force s'est de plus en plus consacrée à l'application des lois sur l'immigration. Durant son mandat, le Mexique a maintenu des taux élevés d'homicides et de disparitions jusqu'en 2024. Son approche a été largement critiquée alors que la violence des cartels restait endémique dans le pays. Des territoires clés comme le Sinaloa, le Michoacán et le Tamaulipas ont maintenu un contrôle important des cartels. L'enlèvement de 4 Américains à Matamoros, en 2023, a attiré l'attention internationale sur ces défis de sécurité persistants. Pendant ce temps, les cartels mexicains se transformaient considérablement pendant cette période. Ils se sont de plus en plus fragmentés des grands cartels en de nombreux petits groupes et se sont diversifiés au-delà des drogues, vers le vol de carburant, l'extorsion et la traite des êtres humains. Certains cartels, notamment le cartel de la nouvelle génération de Jalisco, ont accru leur emprise territoriale. Selon la Drug Enforcement Administration, ils ont développé des armes et des tactiques plus avancées, tout en augmentant la production de drogues synthétiques, surtout le fentanyl. En 2024, les cartels mexicains sont restés la principale source de fentanyl aux États-Unis. Le cartel de Sinaloa et le cartel de Jalisco Nueva Génération contrôlant la majorité des réseaux de production et de distribution. Cela a incité Trump à faire des déclarations audacieuses de guerre contre les cartels, et même à déployer des troupes américaines au Mexique, risquant un important retour de bâton géopolitique. Les relations américano-mexicaines ont été tendues à cause des enjeux d'immigration et de sécurité pendant cette période. La coopération variait selon la pression américaine et les priorités internes du Mexique. Le Mexique a déployé un nombre record de forces de sécurité pour appliquer la loi sur l'immigration, notamment sous la menace de conséquences économiques des États-Unis. Néanmoins, sous Obrador, les opérations de sécurité conjointe ont diminué et le partage d'informations sur les activités des cartels s'est réduit. Les États-Unis voient de plus en plus le trafic de fentanyl comme une menace pour la sécurité nationale, alors que le Mexique résiste aux caractérisations menaçant sa souveraineté. Malgré les tensions, l'intégration économique via l'accord de libre-échange nord-américain s'est poursuivie. Le dialogue de haut niveau sur la sécurité a repris fin 2023, mais a donné des résultats limités car les différences fondamentales d'approche sont restées non résolues. La corruption institutionnelle omniprésente au Mexique a limité l'efficacité des opérations de sécurité pendant cette période. Les taux d'impunité pour les crimes violents sont restés supérieurs à 95%, sapant les efforts de dissuasion. Les forces de sécurité mexicaines continuent de se retrouver dépassées et déjouées par des opérations de cartels bien financées. Les alternatives économiques aux cartels se sont développées trop lentement pour offrir des options viables aux populations vulnérables. Pendant ce temps, la demande incessante de drogue du public américain a continué d'alimenter les revenus constants des organisations criminelles. Malgré les mesures de sécurité renforcées à la frontière, les cartels se sont rapidement adaptés, limitant l'impact sur leurs opérations. Puis, Obrador a été remplacé par l'actuelle présidente Claudia Sheinbaum, fin 2024. Sheinbaum a reconnu que les cartels devaient être traités à la base, mais Caracas a adopté une approche beaucoup plus agressive qu'Obrador. Depuis le début de son mandat, elle a déployé des milliers de soldats dans les zones affectées par la violence des cartels, marquant un engagement direct avec le crime organisé. De plus, son administration a formé une force civile d'élite, l'Unité nationale des opérations, visant à démanteler les grandes organisations criminelles grâce à des capacités de renseignement et d'investigation renforcées. Le premier mandat de Sheinbaum comme présidente a coïncidé avec une grande vague de violence qui a ébranlé le Mexique. En partie à cause de l'arrestation de 2 grands leaders du cartel de Sinaloa par les services de renseignement américains. Cela a entraîné la division essentielle du cartel de Sinaloa en ses principales parties opérationnelles. Mais tous voulaient le pouvoir et le prestige que le cartel avait dans son ensemble avant les arrestations. Trump a davantage provoqué le Mexique en suggérant l'utilisation directe des troupes américaines sur son territoire, ce que le Mexique a considéré comme une violation de sa souveraineté. En janvier, Trump a déclaré que plusieurs cartels étaient des organisations terroristes, exacerbant davantage les tensions entre les deux administrations. Sheinbaum a qualifié l'acte d'unilatéral, sans préavis à l'administration mexicaine, et probablement une violation de la souveraineté du Mexique. De plus, Sheinbaum a affirmé que le déploiement de troupes américaines à la frontière mexicaine serait une ingérence et une intervention étrangères inacceptables. En réponse aux désignations américaines, elle a proposé des réformes constitutionnelles pour sauvegarder la souveraineté du Mexique et prévenir d'éventuelles interventions étrangères. Malgré ces tensions, le Mexique a montré un engagement envers la coopération bilatérale en extradant 29 figures majeures du cartel, dont Rafael Caro Quintero, ancien leader du cartel de Guadalajara, vers les États-Unis pour poursuites judiciaires.
Cette action a coïncidé avec des réunions de haut niveau entre le Mexique et l'administration Trump, reflétant un effort pour aborder les préoccupations de sécurité de manière collaborative en respectant la souveraineté mexicaine. Les États-Unis ont continué à renforcer leur présence frontalière, les Stricas étant les derniers ajouts. Lors d'une audience du comité des services armés de la Chambre le 1er avril, le Pentagone a indiqué que 6700 soldats en service actif avaient déjà été déployés à la frontière américano-mexicaine, en plus d'environ 2500 gardes nationaux, qui étaient déjà stationnés là-bas. Cependant, ces troupes ne peuvent pas réellement arrêter les immigrants illégaux, servant principalement de moyen de dissuasion contre l'activité des cartels et la violence potentielle. L'armée américaine a également déployé 2 destroyers de classe, Arleigh Burke à missile guidé, l'United States Ship Gravely et l'United States Ship Spruance. Le Gravely et le Spruance, auparavant déployés au Moyen-Orient, participèrent aux interventions américaines contre les régions contrôlées par les Houthis au Yémen. Les destroyers, le long de la frontière américano-mexicaine, permettent aux États-Unis de maintenir une présence aérienne dominante dans le golfe du Mexique où se déroule une grande partie du trafic de drogue. Des avions espions et des drones ont aussi réalisé des missions fréquentes de surveillance et de renseignement à la frontière. Des avions de reconnaissance en haute altitude, tels que le U-2 Dragon Lady et le Boeing RC-135 Rivet Joint, ont été aperçus effectuant des missions de renseignement, surveillance et reconnaissance, intelligence, surveillance et reconnaissance, au-dessus de certaines régions du Mexique. La marine en mode a aussi déployé des Boeing P-8 Poséidon pour patrouiller le littoral et assister la surveillance maritime à la frontière sud. En plus des avions habités, des drones MQ-9 Reaper auraient également été en opération dans la région. Ces systèmes sans équipage sont conçus pour des missions de surveillance et de frappe. Selon Reuters en mars, l'administration Trump a ordonné aux agences de renseignement du Pentagone de rediriger les satellites de surveillance vers la frontière sud, en plus d'autres mesures. Et il est fort probable que même les 100 frappeurs signalés ne seront pas tout ce que les États-Unis utilisent à la frontière, étant donné la position ferme de Trump pour mettre un terme aux activités des cartels entre les États-Unis et le Mexique. L'armée américaine compte à elle seule 4600 de ces véhicules en service actif. Donc en théorie, elle peut en placer beaucoup plus à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour la renforcer. Mais la meilleure question est peut-être, comment Trump veut-il gérer les retombées de ces mouvements offensifs ? Malgré le ralentissement des activités des cartels dû à la présence militaire américaine à la frontière et des contrôles d'immigration plus stricts, les tarifs douaniers sévères de Trump sur les marchandises et produits mexicains ont détérioré davantage les relations entre les États-Unis et le Mexique. Bien que ces événements semblent sans lien, l'administration pourrait les considérer comme liés. Si Trump provoque une guerre commerciale avec le Mexique, ce dernier pourrait riposter en empêchant l'armée américaine d'être près de la frontière, ou du moins limiter son utilité à un statut d'observateur et de dissuasion. Mais quel est votre avis ? Quelle est la prochaine action de Trump pour lutter contre les cartels à la frontière américano-mexicaine ? Commentez ci-dessous et merci de votre fidélité. À bientôt. Allez voir ce qui se passerait si l'armée américaine entrait en guerre avec le Mexique jour après jour, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.